Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers, plutôt importants, on va dire ça comme ça, concernant le film Dragon Ball Super 2018 sur l'origine du pouvoir des Saiyans qui sortira ce 14 décembre 2018 au Japon. Et cette fois-ci, c'est le site officiel de Dragon Ball, dragonball.news, le site en japonais bien sûr, qui nous propose une interview du chef de la Dragon Ball Room, monsieur Akio Iyoku. La Dragon Ball Room, c'est plutôt du côté de la Shueisha. Vous savez, vous avez la Toei Animation pour l'anime, la Shueisha pour le manga. La Dragon Ball Room, elle réunit tous les acteurs, la Toei et tout, mais elle est un petit peu plus chapeautée par les gars du côté de la Shueisha, donc du manga. Mais tout le monde travaille ensemble pour la franchise Dragon Ball dans son intégralité, ce film y compris. Et justement, ce gars-là est venu nous donner de grosses informations sur le film, et pour précision, et ceux qui auraient suivi mes vidéos, il y a aussi un équivalent de la Dragon Ball Room qui existe maintenant chez la Toei Animation, et elle existe depuis le 1er avril 2018. C'est un département créé exprès pour la franchise Dragon Ball en version animée et tout ça. Bref, on va rentrer directement dans le vif du sujet de ce que ce gars nous a dit. Les informations vous ont proposées grâce au site officiel Dragon Ball, grâce à Herms98 sur Twitter, grâce à Vegeta Wolf sur Twitter et grâce au site db-z.com. Je vous mets bien sûr les liens de tout le monde en description. Alors, il nous est dit, selon le chef de la Dragon Ball Room, Akio Iyoku, le film Dragon Ball Super aura une histoire en multicouches, avec des parties se déroulant dans le passé et le présent avec plusieurs paramètres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça les devins? Tout simplement, et c'est une très bonne nouvelle, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que l'on va avoir un gars du passé qui arrive dans le présent? Est-ce que les mecs du présent vont aller dans le passé? Est-ce que le film va se dérouler uniquement dans le passé, uniquement dans le présent? Eh bien, on va avoir probablement un petit peu de tout ça dans le film, ou en tout cas, au minimum, on aura des parties d'histoire dans le passé et des parties d'histoire dans le présent, et des connexions entre les deux, donc plusieurs paramètres, comme il est écrit, peuvent aussi se réaliser. Et je vous avoue les devins que cette nouvelle-là, elle a tout pour me ravir, parce que si vous avez suivi mes différents lives, et d'ailleurs mes lives YouTube vont pas tarder à reprendre d'ici une semaine à peu près, et si vous avez suivi mes vidéos, je vous disais que j'aimerais beaucoup justement une histoire, et par exemple j'en parlais aussi dans le live sur la chaîne de DB Times, et bien tout simplement que j'aimerais une histoire qui se passe un petit peu sur plusieurs points de vue, et pas racontée d'une seule manière, d'une seule caméra, tu vois, j'aimerais que ça soit un petit peu plusieurs personnes, plusieurs personnages dans l'histoire qui nous racontent ce fameux truc et qu'on ait un petit peu les points de vue de tout le monde. Parce que quand on a le point de vue d'un personnage, on a tendance à se mettre d'accord avec lui, tu vois, si c'est Goku qui te raconte l'histoire, on aura tendance à être d'accord avec lui. Tandis que si tu as la vision de Goku, la vision de Kaioshin, parce que les Kaioshin ont créé les mortels, hein, c'est pour ça que je dis ça, la vision du Saiyan lui-même à l'époque, peut-être qu'un Saiyan va venir dans le présent et raconter aussi. Après tu mélanges tout ça, et tu arrives à avoir un petit peu les éclats de la vérité, tu vois, parce que chacun des personnages va le raconter à sa manière. Un personnage pourra vivre un élément comme une tragédie, et l'autre pourra vivre ça comme la meilleure chose qui lui soit arrivée ou qui soit arrivée à son peuple. Par exemple, une tragédie pour les Saiyans est un succès pour la race de Freezer ou Freezer tout court. Vous voyez, ça c'est l'exemple parfait. D'ailleurs, Freezer aura aussi son rôle dans l'histoire. Ça avait été dit dans une autre interview. On continue les devins. Toriyama a fourni l'histoire, ainsi que plus de 20 modèles de design, donc de personnages, y compris ceux de personnages, de machines et au moins d'une nouvelle planète. On nous dit au moins les devins. Donc attention aux news que vous allez recevoir parce qu'on va vous dire Toriyama a créé 20 personnages. Non, il en a créé 20 designs et à l'intérieur de ces 20 designs, vous devez partager ça en personnages, en machines, en planète. S'il y a 19 vaisseaux et un personnage, ça fait 20, vous voyez. Donc faut pas trop s'emballer, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, sachant que ce que crée Toriyama, c'est pas uniquement ça, il y aura sûrement d'autres designs créés par quelqu'un d'autre dans le film. Donc pour les personnages et les machines, on va pas s'y attarder, et la planète c'est intéressant, parce que déjà ça fera forcément penser à la planète au-dessus de laquelle se trouve Freezer à la fin de l'épisode 131 de DBS, quand il rassemble son armée. Alors ça peut être une planète quelconque qui est très lambda, hein, vraiment. Tout comme, c'est vrai que ça avait l'air d'être une planète rouge, ça nous faisait penser à du Sadara, mais il faut se dire aussi une chose, c'est que normalement, en épisode 131, après les crédits, il s'est passé un petit peu plus de 2 mois, parce que Majin Buu était réveillé. Ça m'étonnerait que Freezer ait trouvé en l'espace de 2 mois comment rassembler une armée, et comment retourner sur planète Sadara du passé, et faire voyager toute son armée dans le passé. Non. Donc je pense pas qu'il faut s'emballer par rapport à la planète de Freezer, mais il est bien possible malgré tout que Toriyama nous ait designé la planète Sadara d'époque, dans l'univers 7, et ça serait vraiment plaisant. D'ailleurs, si d'une pierre deux coups, Toriyama pouvait aussi nous montrer anciennement planète Vegeta, la planète Plante, avant qu'elle ne soit planète Vegeta, ça serait intéressant. On aurait un film multicouche qui nous raconterait des tas de choses, avec différents paramètres, qui soient temporels, qui soient de localisation, de personnages qui entrent en jeu, d'intérêt personnel. Voilà, ça serait très intéressant à ce niveau-là, et j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir probablement le meilleur des films Dragon Ball que l'on ait jamais eu. Alors ensuite, Akio Iyoku se livre encore et il dit:
Il ajoute qu'ils ont travaillé sur l'histoire avec Toriyama principalement par email et qu'ils se sont rencontrés environ une fois tous les 2 mois. Tout a commencé au printemps 2017 quand ils ont fourni à Toriyama plusieurs propositions de nouveaux films qu'il a majoritairement rejetés. Mais ça l'a fait réfléchir. Donc c'est très intéressant et attention, là aussi je sens qu'il y a beaucoup de bêtises qui vont être dites. C'est pas parce que Toriyama travaille par email qu'il a mal fait le boulot. Plusieurs choses. Déjà, si vous avez vu ma vidéo 9 faits sur Toriyama, c'était pas une vidéo le putaclic, d'ailleurs elle a pas fait beaucoup de vues, et c'était pas le but, c'était une vidéo que j'avais sortie le jour de l'anniversaire de Toriyama il y a 2-3 semaines, un truc comme ça, et dedans je vous disais que même si Toriyama a la réputation d'être flemmard, alors oui c'est pas quelqu'un qui naturellement aime travailler, mais j'ai envie de dire un petit peu comme nous tous, l'être humain n'est pas fait pour travailler en soi, c'est plus pour nos besoins, tu vois, bon bref. Mais l'autre chose, c'est que malgré toute la réputation qu'on peut lui coller, eh bien pour quelqu'un de soi-disant flemmard, Toriyama s'est toujours levé très tôt et s'est couché très tard pour finir et commencer son travail, jusqu'à avoir des semaines où il dormait qu'environ 20 minutes par nuit, c'est lui-même qui l'a dit en interview. Donc déjà il faut savoir ça, mais ensuite la méthode de travail, l'email, c'est pas risible, parce que je pense que les personnes qui travaillent, qui ont un boulot, si vous travaillez dans des bureaux ou quoi, je pense qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent qui travaillent dans des bureaux, dites-le dans un commentaire. Vous savez très bien que de plus en plus le travail physique, c'est-à-dire rencontrer les personnes, etc., ça se fait de moins en moins. D'ailleurs, on vit dans un monde, si vous travaillez dans une société relativement importante, vous savez que les relations avec les étrangers, avec une branche, un fournisseur, n'importe quoi, un partenaire, vous n'allez pas à chaque fois aller dans les bureaux du partenaire, vous-même prendre un vol et lui parler. Ça va se faire par un appel, un Skype, un machin, un email. Et ça fonctionne très bien, sinon les entreprises auraient coulé depuis longtemps. Après, bien sûr, Toriyama a aussi dit dans une interview, mais je ferai une vidéo sur ça sur Toriyama, qu'il n'était pas du genre à aimer sortir de chez lui, qu'il sortait très peu. C'est aussi une des raisons qui l'avait poussé à créer les studios Bird à l'époque. Et donc, je trouve que ce mode de travail est très sain. Après, il y a des personnes qui aiment travailler vraiment en rencontre, qui aiment travailler conjointement, du genre, viens, on se pose sur un même bureau, on regarde le fichier. Moi, je suis pas comme ça, donc j'arrive à comprendre pourquoi Toriyama a bossé uniquement par email. Moi, je préfère largement ce mode de travail-là. Et je trouve que le fait d'avoir une communication un petit peu découpée comme ça permet à chacun des deux parties de prendre le temps de la réflexion. Parce que quand on travaille conjointement sur le moment, eh bien, on va avoir tendance à réagir à chaud, à dire « ouais, ça c'est bien, on le fait ». Mais quand tu as l'email, tu vas le lire, tu vas pas répondre de suite. Tu vas te donner quelques heures ou une journée de réflexion et l'idée va clairement mûrir dans ta tête. Et c'est ça qui est important. Donc, je suis très content de la méthode de travail employée avec un point ponctuel tous les 2 mois pour vérifier que ce sur quoi ils se sont entendus a bien fonctionné. Franchement, très content avec ça. Ensuite, on nous dit tout a commencé au printemps 2017. Petite information, printemps 2017, c'est quand on a appris que Freezer allait rejoindre toute la team au tournoi du pouvoir. Sachant que Freezer va faire son entrée dans le film aussi. Il aura son rôle à jouer. Donc encore une fois, pour les personnes qui peuvent dire que Toriyama fait les choses à l'arrache, c'est faux. Toriyama savait qu'il y avait le film, il s'est dit que Freezer serait important pour le film des Saiyans, il a commencé à introduire le personnage de Freezer dans Dragon Ball Super, sachant que ça a été très judicieux parce que le personnage de Freezer, il l'avait déjà réintroduit grâce à l'arc Fukatsu no F. Donc apparemment la Toei, etc. ont proposé des projets, la Dragon Ball Room et tout ça ont proposé des projets de films à Toriyama qu'il a rejeté. Donc le mec prend quand même à cœur. Et là encore, je vais casser un mythe sur Toriyama, le mythe de Toriyama qui voudrait faire du Dragon Ball juste pour prendre des sous. Alors ça aussi c'est une grosse connerie. J'entends souvent, ouais, Toriyama, du moment où il prend le chèque, ça lui convient. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Déjà, il faut savoir qu'Akira Toriyama a 63 ans. Alors vous allez me dire, 63 ans ou pas, il peut avoir envie d'avoir des sous. Ok, vous avez raison. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu un classement récent. Désolé, j'ai pas la source sous les yeux, j'espère que vous allez me croire pour une fois où j'affiche pas de source. Il y a eu un classement récemment qui indiquait que Toriyama faisait partie des plus grandes fortunes du Japon. Vous croyez qu'un gars de 63 ans qui fait partie des plus grosses fortunes du Japon se dit je vais faire un truc pour recevoir un chèque? Sincèrement, non, je n'y crois pas. À part si le gars c'est la plus grosse dépense, mais je peux pas y croire, sincèrement. Donc il y a un minimum de prise de conscience et d'envie de faire une belle œuvre. D'ailleurs, il a rejeté les scénarios. La preuve est là. Il aurait pu dire, ah ouais, ben fais-moi ce scénario-là, moi je valide, je lis si tout va bien et c'est... Non, il a dit, je vais faire mon histoire moi-même, ça l'a fait réfléchir. Et il est revenu avec un scénario à lui. Donc on nous dit ensuite que les choses se sont accélérées une fois qu'il a décidé de faire une histoire sur les Saiyans. Toriyama a fourni une première histoire en mai 2017. Mai 2017, correspondant justement avec la période de Freezer. Retour, tournoi du pouvoir, machin. L'annonce est bien sûr qu'il craignait d'être trop courte. Il l'a rallongée, mais elle est devenue trop longue. Toi, animation, travaille maintenant à toi assembler correctement. Il y a encore une prise de conscience du mec de vouloir faire le travail bien. Il s'est dit, merde, là j'ai donné une histoire trop courte, je vais la rallonger. Et le mec, finalement, il en a fait plus que nécessaire. Et la toi animation, eh bien maintenant, elle doit se débrouiller pour faire quelque chose qui correspond au format de film. D'ailleurs, Iyoku dit que raconter une histoire complète en 2 heures,
est peut-être plus facile pour Toriyama que de faire l'histoire d'une série TV de longue durée. Et là, j'insiste, et d'ailleurs, db-z.com le dit, regardez bien là ce qui est entre parenthèses, note de db-z.com, et on pourra dire aussi note de Seikyo, parce que là je suis 100% d'accord. Le fait qu'ils disent 2 heures ne signifie pas que le film durera forcément 2 heures. Il n'est pas confirmé, et là je sais qu'il va y avoir des tas de sites, de vidéos, de machins disant « Ah, le film dure 2 heures », là c'est une indication. Un film en moyenne fait 2 heures, donc oui, tout comme ils auraient pu dire 1h30 si ça leur passait par la tête, voilà. Pour Toriyama, c'est plus facile de raconter une histoire d'environ 2 heures que de faire une série télévisée. C'est tout ce qu'il faut comprendre, ça veut pas dire que le film va faire tant ou tant. Rappelez-vous, il y avait de grosses rumeurs à l'époque sur la durée de Fukatsu no F, il y avait des mecs mal intentionnés qui se basaient sur des interviews un petit peu floues machin, pour nous faire croire que le film durerait tant, je sais plus combien c'était à l'époque, et au final c'était pas du tout ça. Donc ça peut être 1h45, ça peut être 1h20, ça peut être 2h, ça peut être 2h30, on ne sait pas, aux alentours de 2 heures, comme un film en fait, c'est tout. Ça va pas durer 10 heures, ça va pas durer 30 minutes, ça va durer à peu près 2 heures. Par contre, ce sur quoi je m'attarde, c'est que je vais pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais presque, parce que si il dit clairement que c'est plus facile pour Toriyama de faire une histoire courte, donc d'environ 2 heures, qu'une série TV longue, c'est peut-être signe que Dragon Ball Super n'est pas prêt de revenir en série TV, ou alors que le flambeau risque d'être passé à du Toyotaru pour qu'il supervise l'animé, ou que la Toei Animation va nous refaire une espèce de Dragon Ball GT bis, une histoire qu'elle-même aurait inventée, ou alors qu'elle l'a inventée lui-même, mais simplement avec une validation de Toriyama, en disant au gars, non mais on ne veut pas que tu écrives d'histoire, on veut rien, juste dis-nous si ça te semble cohérent. Un petit peu, et là je vais prendre un exemple qui va vous plaire, comme les films Dragon Ball de l'époque. Rappelez-vous, les films Broly, les films Tapion machin, l'histoire n'a jamais été de Akira Toriyama. Les films Dragon Ball et Dragon Ball Z sont des histoires de la Toei Animation qui ont été validées par Toriyama. Alors que l'histoire de Dragon Ball GT, c'est une histoire faite par la Toei Animation, validée par elle-même, ça n'a jamais été validé par Toriyama. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la vérité sur le Super Saiyan 4. Toriyama a simplement fait des designs pour Dragon Ball GT. Sur l'histoire, il a fait 0, rien du tout. Donc ce qu'on peut constater pour l'avenir, pour ceux qui seraient inquiets du retour de la série, c'est que quand la Toei Animation fait quelque chose toute seule, c'est plutôt pas très bon, voire moyen. Enfin, moi j'aime beaucoup Dragon Ball GT, mais en tout cas, comment dire, c'est pas très séduisant pour le grand public, on va dire ça comme ça. Mais quand la Toei Animation fait au moins les choses, mais en les faisant valider par Toriyama, même s'il n'est pas directement impliqué, eh bien ça séduit plus de monde. La preuve, les films, les Broly, les machins, les Gogeta. Donc pourquoi pas en arriver sur ce format-là. Ça perdra sûrement de l'essence Dragon Ballesque si Toriyama ne fait plus la base de l'histoire. Mais après tout, si tu demandes à Toyotaru qui arrive plutôt bien à reproduire, hein, il a fait ses preuves dans Dragon Ball After Future, ça peut peut-être le faire pour avoir une histoire sympathique, qui sera pas forcément mythique ou légendaire comme Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais quelque chose peut-être même meilleur que Dragon Ball Super. Ensuite les devins. Une chose sur laquelle Toriyama avait demandé de faire attention lors du recrutement des nouveaux designers de personnages, était de savoir s'il pouvait faire un personnage qui aurait l'air cool en étant debout, et regardant droit devant. Il est plus facile de faire un personnage cool qui regarde sur le côté, mais ils ont souvent l'air bizarre quand ils regardent droit devant. Donc le fait qu'ils puissent ou non dessiner le visage de Goku n'était pas pertinent comme test. En ce sens, ou s'ils ont de réelles compétences artistiques, ils pourraient facilement apprendre cela plus tard. Il fallait d'abord tester les fondamentaux. Et là c'est très intéressant parce que je vous parlais de Toyotaru, et si vous avez suivi sur ma chaîne ou même ailleurs les interviews croisées entre Toriyama et Toyotaru, Toriyama disait toujours un truc à Toyotaru, c'est bien, tu essaies de m'imiter tout ça, tu le fais même bien, mais essaye d'avoir un petit peu ton truc, essaye d'améliorer tes plans, essaye d'améliorer ta technique. Il le disait directement dans les... je sais plus si c'est le tome 1 ou 2 en interview, bref, ça a été dit. Et du coup, là, on ressent encore cette volonté de Toriyama de pas forcément avoir des gens qui copient à 100% son style. Et d'ailleurs, regardez le trailer du film, vous regardez la tête de Goku. Bon, on reconnaît Goku, mais franchement, ça ne ressemble pas du tout au style de Toriyama, ou ça ne ressemble pas du tout au style de Yamamuro pour l'anime Dragon Ball Super, sachant que Yamamuro essayait du mieux qu'il pouvait de recopier le style de Toriyama. Et le trailer du film m'a donné exactement la sensation de ce qui est écrit ici. Quelque chose de techniquement très réussi, mais de pas forcément très ressemblant à ce que fait Toriyama. Ça plaît, ça déplaît, sincèrement, peu importe. Mais c'est un petit peu la réalité des choses, et Toriyama s'en fout que son œuvre perdure en étant recopiée à chaque fois, et qu'elle perdure exactement de la même manière. Et je trouve que c'est risqué, mais que c'est un très bon choix. Ça veut dire que prenez un petit peu ça comme un reboot. Dans un reboot, tu vas perdre des éléments qui sont fondamentaux à la série, des trucs que tu as connus, qui t'ont fait vibrer, mais pour en gagner de nouveaux. Et pour avoir une espèce d'évolution. C'est un petit peu comme un Pokémon, tu vois, quand il évolue, et ben, tu vas reconnaître un petit peu le Pokémon d'avant, mais tu sens qu'il a évolué, voire même qu'il a progressé. Et c'est ça qui est en train de se passer avec Dragon Ball, et c'est ça que Toriyama veut pour sa licence. Donc, au détriment de la perte de certains éléments artistiques,
pour gagner sur certains points techniques ou ce genre de choses qui tiennent à cœur à Toriyama, pour donner un petit peu plus de crédibilité à l'œuvre, et ça c'est cool. Ensuite, on nous dit que Toriyama a également soigneusement vérifié l'équilibre des corps, pour voir si les candidats ont bien compris comment gérer un corps dans un uniforme d'arts martiaux. Finalement, Toriyama a personnellement choisi Naohiro Shintani comme nouveau concepteur de personnages caractère designer. Alors ça, vous le savez déjà, je pense que la news est déjà tombée sur pas mal de chaînes YouTube ou de sites. J'attendais d'avoir une vidéo un petit peu conséquente pour vous en parler. Il a été dit par Naotoshi Shida. Alors, comme suivez bien, c'est pas Shintani, hein. Je sais que les noms japonais ça peut perdre un petit peu tout le monde. Donc Naotoshi Shida, c'est celui qui a fait par exemple le combat Goku Freezer en épisode 95, ou c'est celui qui a fait le combat Goku Jiren dans l'épisode 130 de Dragon Ball Super, vous savez, le combat super stylé, tout ça, avec des lumières, machin. C'est lui. Il a postulé pour être caractère design, pour être chef d'animation, machin, sauf qu'il a été refusé. Pas par manque de talent, hein. Il va travailler sur le film, hein. Il va travailler en tant qu'employé habituel, mais il a été refusé à la direction de cela, tout simplement parce que Toriyama lui-même a choisi Monsieur Shintani, visiblement pour ces raisons-là. Le fait de savoir, d'avoir quelqu'un qui a des compétences techniques, dans le sens dessiner un visage crédiblement qui regarde de face, d'avoir des détails qui vont rendre l'action crédible, de savoir faire se mouvoir et bouger un corps dans un uniforme d'arts martiaux, et vous avez vu la fluidité de Goku qui s'animait dans le trailer, on avait vraiment l'impression de voir un vieux maître d'arts martiaux en train de faire une démo, et c'est ça que souhaite Toriyama, qui est très fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, tout ça, et comme il le dit, Toriyama, et ça c'est important pour la suite, le fait de savoir bien dessiner le visage de Goku, c'est quelque chose que tu peux apprendre plus tard, c'est écrit, hein, de Toriyama le dit lui-même, enfin Iyoku le dit lui-même par le biais de Toriyama. Donc ça veut aussi dire que le style va évoluer entre ce que vous avez vu dans le trailer, qui je le répète a été fait en une semaine, il y avait déjà des bases avant la semaine, mais il a tout été monté, assemblé, etc. en une semaine, et ce que vous allez voir dans les prochains trailers, et surtout dans le film final. En gros, Toriyama voulait une technique parfaite pour ensuite, petit à petit, jusqu'à ce que le film sorte, recopier du mieux possible son style visuel et graphique, et je trouve ça très intelligent comme choix. Les devins, on en arrive pas très loin de la fin de l'interview, on nous dit ensuite, Iyoku dit que c'est évidemment l'un de leurs objectifs de proposer ce film aux fans du monde entier, mais qu'il faudra encore du temps, hein, une fois le film terminé, pour qu'il soit localisé et qu'il puisse sortir à l'étranger. Donc là, c'est un petit peu plus posé comme discours, parce que rappelez-vous, quand les deux producteurs et réalisateurs là, étaient venus nous parler en interview, qu'ils avaient révélé le film, ils nous avaient promis une sortie mondiale quasi simultanée ou simultanée, en nous disant que tout le monde verrait le film à peu près en même temps. Donc on est toujours dans la même idée, mais là, il modère un petit peu plus son propos en nous disant que localiser un film, localiser ça veut dire adapter s'il y a de la censure dans certains pays, et surtout les doublages, ça prend du temps de doubler le film. Sauf que pour doubler le film, faut que au Japon il soit fait, tu peux pas le faire en même temps. Si les mecs ont pas fini d'écrire le script au Japon, ben tu peux pas inventer des doublages pour la France, l'Allemagne, je sais pas où. Donc déjà faut que le script final, et que l'animation totale soit finie au Japon, pour que nous, en France, les studios d'animation, les entreprises, puissent recevoir tout ça, et ensuite dire aux comédiens de doublage, nos bonnes vieilles voix françaises, de se mettre au boulot, d'enregistrer ça, ça et ça, d'apprendre le texte, de le lire, de le jouer, parce que c'est vraiment jouer la comédie, hein. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc forcément, le film ne pourra pas sortir immédiatement dans tous les cinémas français, européens ou mondiaux, en même temps que la date japonaise. De combien sera le décalage, on ne sait pas. 1, 2, 3 semaines, 1 mois, plus, on ne sait pas du tout. L'objectif est que ça soit le plus proche possible, on peut compter sur eux, parce que c'est leur argent qui est en jeu. Mais en tout cas, ça ne sortira pas le 14 décembre chez nous, d'après ce qui est dit ici. Ensuite, on nous dit, Iyoku dit que l'histoire de Toriyama inclut beaucoup de fanservice, dans le sens positif du terme, où ils feront au mieux pour que les fans apprécient, pas dans le sens péjoratif, pas dans le sens je te mets du fanservice juste pour que ça te rappelle un truc, non. Un fanservice pertinent et efficace. Pourtant, il ajoute aussi, monsieur Iyoku, que Bulma et les autres femmes de Dragon Ball seront cette fois encore plus mignonnes. Bon, le fanservice qui soit de qualité, moi je dis d'accord, fanservice est un mot qui est devenu très vulgarisé, mais mal vulgarisé. Parce que beaucoup de personnes, et je pense que vous qui m'écoutez, il y en a beaucoup qui se disent le fanservice c'est le mal, c'est mauvais. Non, ça dépend de comment c'est fait. Du bon fanservice, ça peut même faire évoluer l'histoire. Ça dépend. Et sachant que fanservice n'est pas égal de nostalgie. C'est pas forcément répéter une vieille scène, le fanservice c'est beaucoup de choses, on pourra même se faire une vidéo là-dessus. Et sinon, la phrase concernant Bulma et les autres femmes, alors qu'elles soient mignonnes, c'est bien beau, ça me fait une belle jambe, c'est pas tellement ça que j'attends, moi, des personnages féminins. Là, c'est pas forcément une excellente nouvelle. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent qu'elles aient plus d'importance, ou par exemple, Bulma redevient un petit peu sur le devant de la scène avec des idées ingénieuses pour aider la Team Z à progresser. Alors, Bulma, dans l'arc Mirai Trunks, c'est sûrement sa meilleure prestation de tout Dragon Ball Super, parce qu'elle était plus impliquée par rapport à la Time Machine. Il y avait Mirai Bulma aussi, qui en plus est morte, mais même la Bulma du présent qui avait bossé et tout ça, ça ressemblait un peu plus au rôle de Bulma que j'attends dans Dragon Ball, même si c'était un petit peu limité. Et j'aimerais que Bulma arrive comme ça. Même Dragon Ball GT avait essayé de le faire.
C'était pas magique, hein, surtout que Bulma avec ses rides et tout. Bon, elle vieillit, c'est une terrienne. Mais ce que je veux dire, c'est que Bulma, même dans Dragon Ball GT, elle a essayé de faire une machine à ondes pour que Vegeta devienne SSJ4. Le SSJ4 de Vegeta est bel et bien arrivé. On a eu Gogeta 4. Sans Bulma, il n'y avait pas Gogeta 4, tu vois. Et sans Bulma, tout court, tout le monde serait crevé dans des BGT. Donc, j'aimerais une Bulma qui soit pas omniprésente, mais qui soit décisive dans certains passages. Après, faire en sorte que toutes les femmes de Dragon Ball soient importantes et qu'elles servent à l'histoire, c'est un petit peu compliqué dans le cadre d'un film sur les Saiyans. Mais au moins quelques-unes, au moins Bulma, je pense qu'elle le mérite. Elle est apparue dès le tout premier tome de Dragon Ball, tu vois, c'est pas pareil que c'est 18. Donc, espérons que derrière le mignon se cache un petit peu mieux développé, mais j'en doute un petit peu, on verra bien, hein, faut pas juger sans savoir, bien sûr. Et sinon, on nous dit que, pour finir, Heyoku précise que les combats de ce film seront tout aussi impressionnants, voire plus, que le combat final de Dragon Ball Super. Bien sûr, le combat Goku Ultra Instinct maîtrisé face à Jiren. Alors je pense que là, j'ai pas besoin de trop détailler, je pense que cette phrase se suffit à elle-même. Des combats encore plus impressionnants que le combat final de Dragon Ball Super. Sachant que l'on aime ou que l'on déteste le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, il faut avouer que la scène de combat 130, 131, tout ça, elles étaient sublimes. Le combat final de Dragon Ball Super, visuellement, il est plus qu'impressionnant. Il est plus que magnifique, on peut pas dire le contraire. L'épisode 130 est une prouesse technique. Donc visiblement, ils veulent réitérer l'essai. Et surtout, ils veulent le confirmer et le dépasser. Donc c'est une grosse tâche qui leur incombe, mais en même temps, ils ont vraiment un gros staff là-dessus, les meilleurs animateurs qui ont vraiment fait leur preuve, tout ça chapeauté par Toriyama. Il y a moyen de faire le film mythique, légendaire que l'on attend sur Dragon Ball. En plus, ça sera un sujet cool, avec un personnage qui a des pouvoirs cool, les Saiyans, donc que demander de mieux. Ils ont toutes les cartes en main pour faire un film cool, même si parler des Saiyans, c'est cliché. Les Saiyans et Dragon Ball, c'est devenu cliché, tu vois. Mais je préfère prendre un sujet cliché et le traiter d'une manière excellente et classe et miraculeuse, j'ai envie de te dire, que de prendre un sujet un petit peu original ou perché et d'en faire du n'importe quoi. Donc de très très bonnes nouvelles dans cette interview-là, je pense que vous l'avez remarqué les devins. Et dernière petite indication, c'est que cette interview de Akio Heyoku fait partie de l'onglet DB Movie Frontline dans le site dragonball.news, que l'on peut traduire, comme le dit db-z.com, comme la ligne de front du film Dragon Ball. Cette rubrique permettant de suivre des nouvelles informations sur le film, y compris les interviews du personnel et des acteurs. Donc c'est bien qu'ils aient rajouté cette rubrique-là, histoire que l'on soit alimenté de news par rapport au film à venir. Les devins, je vous ai tout dit. Aujourd'hui, tout ce qu'il y avait à savoir sur le film Dragon Ball Super 2018. Je vous rappelle que ma review du futur, épisode 134, est sortie récemment. Je vous mettrai le lien en description. Je l'ai sorti tard dans la nuit, aux alentours de 3h du matin. Donc forcément, vous avez dû passer à côté de la notification. On se retrouve très bientôt, probablement pour une vidéo encore Dragon Ball. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. Vous savez que c'est plus qu'important pour moi, c'est vital. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.